Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous ferons un point sur la finance solidaire, c'est sur l'année 2024. Nous en parlerons dans un instant avec Patrick Sapie, le CEO de Faire. Ce sera la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous reviendrons sur les enjeux autour de la prévoyance, comment protéger son patrimoine, notamment lorsque l'on est chef d'entreprise ou dirigeant d'entreprise. Nous en parlerons avec Édouard Bidou, directeur général de Prévoir, mais aussi avec Sonia Elmlinger, directrice générale de Social Care et Lilycare. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous ferons le point sur les obligations convertibles dans le contexte de marché actuel avec Alexandre Péricard, directeur général de USES Gestion. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Quelle tendance en matière de finances solidaires en 2024 ? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Investir Responsable. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Patrick Sapie. Bonjour Patrick Sapie. Bonjour. Vous êtes CEO de Faire et on va essayer de comprendre avec vous quelle est la tendance en matière de finances solidaires. Peut-être que pour les gens qui nous écoutent, on peut rappeler, alors évidemment ce que c'est que la finance solidaire, mais Faire par rapport au label Finansol, par exemple, Patrick Sapie, si on commence avec ça. C'est tout simple. Faire, c'est un collectif d'acteurs, beaucoup d'acteurs financiers, des banques, des sociétés de gestion en majorité, mais aussi beaucoup d'entreprises sociales qui ouvrent leur capital aux citoyens. Et Faire, c'est l'association qui gère le label Finansol, qui lui est décerné par un comité d'experts indépendants de l'ASSO. La finance solidaire, pour ceux qui nous écoutent, c'est effectivement cette idée d'aller aussi vers le social quand on fait de la finance et pas uniquement vers la performance financière. Absolument, c'est les deux. L'épargne solidaire ou la finance solidaire, c'est une branche de la finance durable. On est dans une chronique qui parle de finance responsable. Qui décortique la finance durable. Donc, voilà, donc c'est une branche très spécifique en France. La France a une position singulière par rapport aux autres pays européens de la finance durable ou de la finance responsable. C'est juste passer son argent pour qu'elle finance des projets, des entreprises qui ont une utilité sociale. En 2023, la finance solidaire a dépassé les 30 milliards d'euros d'encours. On est en 2025 à l'heure actuelle. On regarde ce qui s'est passé en 2024. Quelle a été la suite en 2024 ? Est-ce que la tendance s'est confirmée, stabilisée ? On a vu que l'année 2024 a pu connaître quelques soubresauts aussi. Donc, quel impact cela a pu-t-il avoir sur la finance solidaire ? Alors, je n'ai pas encore les chiffres définitifs. Ils sont en train d'être collectés puisqu'on est en période de collecte des différents produits d'épargne solidaire. Mais je pense que la tendance qu'on a remarquée ces dernières années ne va pas se démentir. C'est-à-dire qu'on a des progressions fortes à 2 chiffres chaque année parce que il y a une offre qui stimule la demande, une offre de produits d'épargne solidaire qui stimule la demande des épargnants qui ont envie de placer leur argent pour qu'il ait du sens. Et ça, c'est important. Je crois que ça ne va pas se démentir en 2024. Il y a près de 200, je crois, produits qui ont été labellisés Finansol à fin d'année 2024, 190 exactement. On voit s'il y a plus d'offres, ça veut dire qu'il y a plus de demandes, ça veut dire qu'il y a plus de volonté des entreprises aussi d'aller sur cette thématique-là, ce secteur-là ? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. D'abord, il y a un cadre réglementaire qui a permis depuis 30 ans le développement de produits d'épargne solidaire, notamment des fonds hybrides qui mêlent du coup investissement dans des entreprises solidaires et investissement dans des entreprises cotées, notamment responsables. Et donc, les acteurs financiers trouvent des innovations financières pour répondre aux besoins des épargnants qui... un Français sur 5, aujourd'hui, a envie que son argent ait du sens. Ça monte à 1 Français sur 3 pour les 25-34 ans. D'accord. Donc, stimulés par cette demande, les acteurs financiers créent des produits, et notamment des produits d'épargne solidaire, pour que les gens les souscrivent, et ça marche. Et alors, quand on parle de produits d'épargne solidaire, ça veut dire que, parce qu'on n'a pas forcément un acteur qui est capable d'être en même temps très performant financièrement et très performant socialement, donc ça veut dire qu'on va mélanger les deux, c'est ça ou Absolument. Donc, la France a réussi notamment à imaginer une innovation financière que sont les fonds 90-10. Oui, bien sûr. On va mélanger
mélanger. En fait, on en parlait déjà la dernière fois que vous êtes venu, bien sûr. Tout à fait. On va mélanger de l'investissement direct dans des entreprises non cotées qui ont une finalité sociale. Et ça va générer de la performance sociale, écologique, environnementale. Et puis, on va mettre un petit booster dans des entreprises cotées, mais qui ont une démarche responsable pour générer de la performance financière. Et en fait, vous avez les deux. Quand vous investissez dans un fonds 90-10, soit via vos plans d'épargne salariale, soit via des produits d'assurance vie, eh bien, vous pouvez avoir le double effet qui se coule, de la performance sociale et de la performance financière. Et donc, quand on va chercher de la performance, on sélectionne quand même les entreprises qui vont permettre de donner cette performance. On va quand même vers des entreprises qui ont une démarche sociale prononcée. Tout à fait. Alors, le label Finansol, qui labellise ses produits d'épargne, dans son règlement, il a ce qu'on appelle un critère de cohérence durable. D'accord. Donc, on ne va pas faire n'importe quoi avec l'investissement coté. Donc, il va y avoir en fait des analyses ESG qui sont faites par les gérants de fonds pour sélectionner des entreprises qui ont une vraie démarche d'investissement, une vraie démarche socialement responsable, pour rassurer l'épargnant et faire en sorte qu'il s'y retrouve tant sur la poche cotée que sur la poche non cotée. Donc il y a des entreprises qui font de la performance financière et de la performance sociale, si je comprends bien, ou en tout cas qui sont suffisamment avancées sur le sujet social tout en faisant de la performance financière. Oui, vous avez aujourd'hui des entreprises sociales qui peuvent proposer aux épargnants des rémunérations qui sont tout à fait raisonnable. Vous savez, les produits d'épargne solidaire, il y a toute une gamme. Donc, c'est comme tous les produits d'épargne. Donc, si vous voulez placer votre argent qui soit liquide et disponible, vous allez aller sur des livrets. Et là, évidemment, le taux va être en rapport avec votre produit d'épargne. Oui, bien sûr. Si vous avez plus d'appétence au risque, eh ben, vous allez vous diriger vers de l'investissement solidaire. Quand on investit dans un fonds 90-10, on investit uniquement dans les entreprises ou ça peut aller sur des projets associatifs, sur des projets coopératifs ou autres? Vous avez une large gamme d'entreprises en fait, qui sont présentes dans les fonds 90-10. Vous avez des associations au travers notamment l'investissement dans des titres associatifs. Vous avez des coopératives en investissant dans des parts sociales et vous avez des entreprises en investissant dans des actions tout simplement. Donc vous avez une galaxie, j'allais dire, de structures juridiques mais qui ont toutes un objectif et une utilité sociale. Si on prend un peu de recul, donc il y a les fonds 90-10, si on prend un peu de recul sur la finance solidaire au global, donc vous n'avez pas encore les chiffres définitifs, hein, vous nous avez dit que mais globalement la tendance se poursuit. Les enjeux aujourd'hui en matière de finance solidaire, ils sont de quel ordre quand on voit effectivement que l'ISR peut être un petit peu attaqué politiquement aujourd'hui, la finance solidaire fait partie, subit les mêmes attaques ou Bien sûr, je ne suis pas forcément optimiste en gros pour les années qui viennent, compte tenu effectivement du backlash ESG qui vient des États-Unis. Mais on a quand même plusieurs enjeux. D'abord, juste rappeler que la finance solidaire, c'est une niche et qu'elle ne représente que 0,5% de l'épargne des Français. C'est 30 milliards sur 6 000 milliards d'épargne. Bien sûr. Par contre, les taux de croissance sont importants. Et donc, les enjeux aujourd'hui, c'est mieux la faire connaître. Donc, on a un enjeu de massification de la finance solidaire au travers de produits distribués très largement par les acteurs financiers. Parler à 100 000 personnes militantes qui veulent placer sur leur épargne qui a du sens, c'est bien. Mais que fait-on des 10-15 millions d'épargnants Parce que les 100 000, ils sont déjà convaincus, c'est comment on va convaitre les autres, quelque part. Absolument. Et pour ça, on a besoin des acteurs financiers et de leur innovation. Et les acteurs financiers sont réceptifs à ces enjeux-là aujourd'hui? Oui, parce dans un contexte où il n'y a pas si longtemps on parlait de défense sur ce plateau, il y a effectivement les attaques sur l'ESG, alors aux États-Unis, mais même en Europe, où on voit que on considère que ça rajoute effectivement un poids réglementaire. Aujourd'hui, il y a quand même une possibilité de se développer pour la finance solidaire? Tout à fait, parce qu'en fait, la finance solidaire est une solution aux problèmes contemporains. C'est une solution pour vos parents ou vos grands-parents qui subissent des problématiques de dépendance. C'est une solution pour la petite enfance, parce qu'il faut bien des crèches, en l'occurrence, pour les garder. Donc, c'est une solution, en fait, aux problèmes contemporains. Les valeurs, c'est important. On voit aujourd'hui que ça ne suffit plus. La finance solidaire, c'est une solution aux problèmes quotidiens des gens en finançant des structures à côté des habitants des territoires et qui sont une vraie réponse à leurs problématiques quotidiennes. Merci beaucoup Patrick Sapie de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le CEO de FAIR. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.
Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment protéger son patrimoine au global, avec notamment la prévoyance. Et pour en parler, nous avons deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Édouard Bidou. Bonjour Édouard Bidou. Bonjour. Vous êtes directeur général de Prévoir Vie. Et à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Sonia Elmlinger. Bonjour Sonia Elmlinger. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Social Care et Lilycare. Alors Sonia, on parle de ce sujet prévoyance ensemble de manière assez régulière parce que justement, il y a un gros besoin de pédagogie encore sur le sujet prévoyance. C'est tous les dirigeants, si je parle des dirigeants, mais on ne pourra pas élargir encore, mais tous les personnes qui potentiellement pourraient être les premiers concernés par les sujets prévoyance ne sont pas encore suffisamment au clair et conscients des enjeux du sujet. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a sur 4 millions à peu près d'indépendants, il y a seulement 1,5 million de chefs d'entreprise qui sont couverts. Alors après, couverts, ça dépend comment ils sont couverts. Qui ont un contrat. Voilà, qui ont un contrat, exactement. Donc c'est très faible et il y a un besoin de pédagogie très important. C'est comme si le chef d'entreprise était sur un fil au-dessus de centaines de mètres de vide sous lui et qu'il n'avait pas de protection, pas de filet de sécurité. Voilà, c'est exactement... C'est l'image qui permet de résumer effectivement. Édouard Bidou, quand on parle de prévoyance, on parle de quoi concrètement pour expliquer aux gens qui nous écoutent? Déjà, c'est un enjeu uniquement pour le chef d'entreprise ou c'est plus large que ça? Ah non, c'est un enjeu qui est beaucoup plus large, qui concerne en fait de tout à chacun, il ne faut pas se leurrer. Mais en effet, la pédagogie est mal faite sur ce sujet. Ok. Et de quoi on parle en fait On parle de risque de décès, on parle d'incapacité, on parle d'invalidité, on parle d'arrêt de travail, on parle de maladies graves. Vous voyez, des choses qui arrivent un peu à tout le monde, mais qu'on n'a pas l'habitude d'anticiper. Tellement, je pense qu'on ne voit pas les conséquences très pratiques pour la vie au quotidien. Et les conséquences, elles sont aussi bien parce qu'on a une perte de revenus, on ne peut plus travailler, on peut plus vivre comme d'habitude. Et puis surtout, ça peut occasionner des coûts supplémentaires qu'on n'a pas l'habitude de faire pour vivre presque normalement, au moins le temps que les choses se corrigent. Et parfois, malheureusement, ça ne se corrige pas. Je parle par exemple d'un sujet qu'on connaît bien comme la perte d'autonomie. Généralement, ça se dégrade au fur et à mesure. Il faut arrêter toujours là auprès des clients pour leur permettre de vivre mieux. Est-ce que quand on est salarié, on est, comme le disait Sonia Elmlinger, là aussi sur un fil avec le vide en dessous si on n'a pas un contrat? Depuis une centaine d'années de travailler auprès des particuliers et des travailleurs non salariés, donc chefs d'entreprise aussi. La difficulté, c'est la même. Quand je suis salarié, le jour où le précipice dont on vient de parler, il existe pour tout le monde, le jour où il est présent, c'est très difficile de faire face en effet à ces accidents de la vie et de savoir comment on rebondit. On a une spécificité quand même chez Prévoir, c'est qu'on fait de la vente et d'explication de l'assurance en face à face. D'accord. Parce que la prévoyance, c'est justement et précisément un sujet qui est très mal connu. Et si on va au domicile des personnes ou sur le lieu de travail, c'est pour prendre le temps de faire un diagnostic précis, de comprendre où vit la personne, comment elle vit, de qui elle est entourée, quel est son patrimoine, pour apporter les meilleures solutions. Et ça, finalement, le contact humain, pour bien saisir l'enjeu, c'est assez irremplaçable. Sonia Elmlinger, parce qu'effectivement, il y a... en fait, j'imagine évidemment qu'il n'y a pas un contrat de prévoyant qui marche pour tout le monde, mais il y a besoin d'une analyse approfondie en fonction du nombre de personnes qu'on a à charge, des personnes qui sont autonomes ou non dans notre entourage, et peut-être aussi du risque derrière en fonction de la rémunération ou de l'entreprise qu'on avait avant, potentiellement, un potentiel accident de vie. Oui, tout à fait. Il y a vraiment un vrai diagnostic à faire en fonction de la famille. Quelqu'un qui est célibataire ou quelqu'un qui a des enfants va pas avoir le même besoin de capital décès, par exemple. Mais également au niveau des indemnités journalières. Ça va dépendre aussi pour les chefs d'entreprise de leur régime de base, parce qu'il y a quand même une base. Bien sûr. Mais il y a une soixantaine de régimes, donc ça aussi c'est absolument le flou artistique. D'accord. Beaucoup de gens n'y comprennent rien. Ok. Donc déjà voir le. Et on sent que ça vous enchante pas les 60 régimes. Ça pourrait être simplifié et c'est vrai que pour les indépendants, ça serait peut-être aussi une possibilité d'aller un petit peu plus sur une protection privée, complémentaire pour eux, si déjà au niveau du régime de base, ils comprenaient un petit peu plus quelles sont les garanties. Et puis après, en fonction de ses besoins, savoir de combien j'ai besoin pour vivre, s'il m'arrive quelque chose, si j'ai un accident, une maladie, une invalidité, j'ai besoin de combien au minimum pour vivre et pour couvrir ma famille, parce qu'après, ça peut donner des dégâts collatéraux, famille, entreprise, salariés, etc., si on est en incapacité de travailler. Donc si je veux me protéger ou protéger mes proches, je prends un contrat de prévoyance et c'est réglé ?
Alors, il faut mettre à jour vraiment. Alors, déjà, ce n'est pas complètement réglé. Il faut regarder aussi les exclusions. Par exemple, je fais du ski hors piste et puis je n'ai pas déclaré, j'ai un accident, je serai pas D'accord, couvert. oui, bien sûr. Mais également, effectivement, ce qui est très important, c'est de mettre à jour ce contrat parce que quand j'ai 35 ans, je n'ai pas les mêmes besoins 3, 4, 5 ans après parce qu'entre-temps, j'ai eu des enfants, j'ai construit aussi, je me suis endettée, etc. Donc, ce ne sont pas les mêmes besoins. Le risque, Édouard Bidou, c'est, imaginons, prenons l'exemple, une famille, 2 parents, 2 enfants, un des parents vient à ne plus pouvoir travailler, on ne parle pas forcément de décès, mais en tout cas ne peut plus travailler face à un accident de la vie, s'il n'y a pas de contrat de prévoyance, et si c'est la personne qui avait le meilleur salaire des deux qui ne peut plus travailler, là on se retrouve face à l'autre qui doit du jour au lendemain trouver des solutions, parce qu'il n'y a pas d'autres solutions qui existent, c'est ça ? C'est ça, il y a une perte de revenus qui est assez directe en fait dès le départ. Et puis il faut faire face en effet à tous les coûts, les problématiques auxquelles va être confrontée la personne, parce que non seulement il va falloir aider celle qui n'est plus disponible, qui est en incapacité. Oui, donc ça va devenir un coût. Oui. Et puis du temps passé, clairement. Oui, bien sûr. Et puis il va falloir en effet continuer à vivre presque normalement comme avant, en s'occupant en fait de la famille dans son ensemble. Donc il y a en cascade un certain nombre de choses qu'on ne voit pas forcément et qu'on n'anticipe pas. Et cette prise de conscience qui est super importante, et il faut que les gens comprennent les conséquences quand même d'un arrêt de l'incapacité de vivre normalement, brutalement. C'est ça qui est déterminant. Et ça, quand on est, je reviens sur le salarié, mais quand on est salarié et qu'on va faire du ski pendant les vacances, pour reprendre l'exemple du hors-piste, et que pendant ce temps de loisir, on a malheureusement un accident, il n'y a pas d'assurance Il faut bien différencier, en fait, le problème. Quand on a un accident, on a des soins, des frais médicaux qui sont engagés, où là on est couvert généralement par la mutuelle, par la Sécu, etc. On peut aussi avoir, si on a un arrêt de travail, en effet, un complément par la Sécurité sociale aussi. Mais on parle là de cas où, par exemple, vous avez une fracture très importante qui vous handicape la vie quand même pendant une période de quelques mois. Oui. Et là, ça devient quand même beaucoup plus lourd à porter, avec toutes les conséquences que ça amène, plutôt que ponctuellement. Là, j'ai un cas très concret, puisque moi-même, je sors du ski dans les pistes où je me suis fait en effet une petite fracture. C'est rentré dans l'ordre très facilement. Je n'ai pas eu de besoin de ça, parce que vous voyez, je suis là aujourd'hui, ça fait un mois. Bien sûr, oui. Voilà. Pour des gens... Mais on est content de vous avoir, du coup. Merci beaucoup. Mais le jour où la fracture est beaucoup plus importante, les conséquences peuvent être dramatiques. On le voit d'ailleurs, là on parle du ski, mais pour une personne un peu plus âgée, la fracture du col du fémur, qui arrive très souvent en fait quand on est assez âgé, ça peut être très radical derrière. Mais quand je dis très radical, c'est un changement de vie complètement fort, que ce soit pour la personne elle-même, pour son conjoint, bien sûr, ou pour sa famille, qu'elle soit en dessous ou au-dessus. Mais je reviens sur ma question parce que pour les salariés, oui, il y a une protection effectivement de base. Oui, il y a une protection de base pour les salariés, d'accord. Et ensuite, il y a une prévoyance. Si vous êtes cadre, c'est obligatoire. Donc, l'entreprise doit couvrir votre salaire en cas d'arrêt de travail. Mais en cas d'arrêt de travail, oui, d'accord. En cas d'arrêt de travail. Donc quand vous êtes salarié de l'entreprise, quel que soit l'arrêt, maladie, accident, hospitalisation. Par contre, effectivement, si les conséquences sont beaucoup plus importantes, qu'il faut aménager son appartement, sa maison, etc., là, ça ne va pas suffire. Et puis, pour les non-cadres, toutes les conventions collectives n'obligent pas aujourd'hui à l'employeur à couvrir. Donc, vous pouvez vous retrouver au bout de 3 mois avec uniquement 50% de votre salaire. Donc, ça peut être géré par l'entreprise, mais pas toujours. C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord. Et est-ce qu'il faut cumuler du coup ? Il faut cumuler, oui, mais surtout la difficulté, en fait, on parlait de pédagogie, le flou quand même qui peut exister, la compréhension en fait, que peuvent avoir les gens est tellement variable que ça n'aide pas à la bonne protection. D'accord. Donc, la première chose à faire, c'est de savoir comment dans mon entreprise je peux être protégé et de construire derrière, en effet, avec quelqu'un qui est à même de vous apporter les conseils et l'expertise, la complémentarité nécessaire. Sonia Elmlinger, petite question. Alors, je ne sais pas si c'est une question piège, mais je vais vous prendre un exemple. Un travailleur indépendant, auto-entrepreneur à 25 ans, qui commence à faire pas mal de chiffre d'affaires et qui, 10 ans après, à 35 ans, attend son premier enfant. Là, d'un coup d'un seul, on réfléchit différemment. Est-ce qu'on commence, réflexe numéro 1, à faire des investissements pour préparer sa retraite ? Ou potentiellement les études des enfants, ou réflexe numéro 2, on prend un contrat de prévoyance parce que maintenant en fait on n'est plus tout seul quelque part et dans les années de sa vie où on se dit que de toute façon on rebondira d'une manière ou d'une autre, mais là il y a quelqu'un à gérer. Alors je dirais réflexe numéro 1, la prévoyance. D'accord. Parce que le temps de se constituer ce fameux patrimoine qui va protéger sa famille, ça va prendre un petit peu de temps. Donc réflexe numéro 1, la prévoyance, parce que s'il m'arrive quelque chose, je laisse ma famille dans l'embarras et peut-être avec une grosse perte financière. Et en même temps,
on commence à se constituer un patrimoine immobilier, financier, etc. Mais c'est les deux en même temps, mais d'abord la prévoyance. D'abord la prévoyance, un grand oui, d'abord la prévoyance, Édouard Bidou. Oui, d'ailleurs on le voit bien, par exemple on parle de ces personnes qui peuvent être aussi primo-accédants oui, bien sûr, à un bien immobilier. Évidemment que s'il y a un pépin grave, il faut pouvoir payer jusqu'au bout l'acquisition de ce bien immobilier. Alors ça, il y a des assurances pour ça. Et voilà, et donc c'est de la prévoyance. Ah, c'est de la prévoyance, l'assurance emprunteur. Oui, parce que dans la garantie emprunteur, vous avez l'assurance contre justement le décès, où là vous pouvez plus travailler, ça c'est clair, vous pouvez plus avoir de revenus. Bien sûr. Et donc vous laissez votre famille face en effet à ce bien qui n'est pas payé. Donc là, la prévoyance prend le relais et va faire en sorte que votre patrimoine soit in fine bien dans les mains de votre famille. Ça coûte cher. Je commence avec vous, Édouard Bidou, et ensuite Sonia Elminger. Un contrat de prévoyance, ça coûte cher ? En fait, là, vous parlez de choses... Enfin, on l'a évoqué tout à l'heure. Ça dépend de chacun. Ça dépend énormément de là où vous en êtes, de votre âge, de vos besoins. Et en effet, il y a des stratégies à construire. Plus on gagne, plus son salaire est élevé, plus ça coûte cher forcément. Ça dépend ce que vous voulez protéger aussi comme... D'accord. Comme oui, on peut choisir... oui. D'accord. Oui. Oui. Sonia Elminger, oui, c'est ça, on peut choisir, on peut adapter quelque part son contrat. Mais effectivement, on a cette idée que ça coûte cher. Déjà, pour les indépendants, on peut le déduire fiscalement dans le cadre de la loi Madelin. Okay. Donc, voilà, c'est quand même un sacré avantage pour les indépendants. Et puis, c'est pas du tout si cher que ça. Et quand on voit le risque qui est garanti, on se dit que finalement, c'est pas cher du tout. On assure sa voiture, sa maison, on ne se pose même pas la question. Quand ça arrive, évidemment. Et alors pourquoi est-ce que c'est pas plus connu, Édouard Bidou ? On en parlait juste avant. Vous voyez, il y a plein de régimes différents, c'est complexe. On parle beaucoup de la santé, on parle de la retraite. La prévoyance reste un sujet qui est vraiment mal connu. On se pose la question, est-ce que je peux prémunir contre le décès ? Bien sûr que non. Mais en revanche, des conséquences que ça a sur ma famille, bien sûr que oui. Et ces choses-là, en fait, ne sont pas du tout abordées. C'est assez tabou quand même comme sujet. On va rarement parler de la dépendance. Vous voyez, la dépendance, c'est un sujet qui remonte à 2007-2008. Donc ça commence. Mais finalement, entre 2007 et 2008 et aujourd'hui, est-ce qu'il s'est passé beaucoup de choses ? Pas grand-chose. On est resté à peu près sur les mêmes niveaux similaires de protection, ce qui est bien dommage, alors qu'il y a bien de choses à faire. On n'en parle pas assez, parce que c'est tabou, parce qu'on parle de gens qui sont tout d'un coup handicapés et qu'on ne veut pas voir, en effet, adresser, alors que c'est notre job d'aller aider ces personnes-là à mieux vivre au quotidien. Et pour ça, il faut toujours plus de pédagogie, Sonia Elminger. Tout à fait. Beaucoup de pédagogie, en parler, comme vous le faites souvent sur vos plateaux, et c'est vraiment essentiel, pour protéger les personnes, protéger leur patrimoine et protéger leur entreprise. Merci beaucoup, Sonia Elminger. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué le côté entreprise aussi, mais quand on a des salariés, potentiellement, il faut pouvoir gérer ce risque-là aussi, mais on n'aura pas le temps d'en parler. Merci beaucoup, Sonia Elminger, directrice générale de Social Care et Lilycare. Merci, Édouard Bidou, directeur général de Prévoir Vie. Merci à tous les deux. Avec plaisir. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et dans l'œil de l'expert, pour finir cette émission, focus sur les obligations convertibles. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir en plateau Alexandre Péricard. Bonjour Alexandre Péricard. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur général d'USES Gestion. Et alors je suis ravi de parler d'obligations convertibles parce qu'on parle beaucoup d'actions dans cette émission. On parle beaucoup d'obligations. On nous a parlé du moment obligations dès que les taux remontent un peu. Pourquoi ne pas s'intéresser aux obligations aussi convertibles, Alexandre Péricard ? Absolument. Je pense que le moment aujourd'hui est tout à fait opportun pour s'intéresser à ce segment de marché, segment hybride entre l'action, l'obligation. Alors on peut peut-être rappeler en introduction ce qu'est une obligation convertible pour nos auditeurs. L'obligation convertible, c'est d'abord un titre de dette. Il ne faut pas l'oublier. Donc c'est une obligation qui associe une option de conversion en action. D'accord, donc on achète une vraie obligation. On achète une vraie obligation. Donc ne pas oublier la dimension, je dirais, analyse crédit, puisque derrière il y a un émetteur. Il faut quand même s'assurer avant tout de sa solvabilité, puisque à terme, on sera remboursé si on n'a pas exercé l'option de conversion au cours de vie de l'obligation convertible. Bien sûr. Et puis en même temps, il faut faire une autre analyse qui est l'analyse, je dirais, financière du profil de l'action sous-jacente et essayer, bien entendu, de se convaincre du potentiel d'appréciation de l'action sous-jacente. C'est pas la même analyse. Il y en a une où on va regarder si l'émetteur peut rembourser. Absolument. Et l'autre où s'il y a un potentiel de performance par la suite, c'est ça ? C'est ça. On va avoir un côté pour le crédit, pour l'analyse du plus obligataire de la situation bilancielle de l'entreprise, de ses capacités à générer du cash flow libre, à rembourser sa dette. Et puis de l'autre côté, on a un véhicule action, donc il faut essayer de déterminer si on a un objectif de cours qui peut, bien sûr, s'apprécier.
Pourquoi dans le contexte actuel, alors que effectivement on peut aller chercher de la performance sur certaines thématiques sur les marchés, que l'obligataire effectivement est porté par les taux, pourquoi aller sur les obligations convertibles? Quelle est la stratégie derrière? Oui, alors on est dans un monde qui est de plus en plus complexe à décrypter, beaucoup de volatilité, et je trouve que ce produit hybride entre les obligations et les actions répond bien aux caractéristiques du moment. D'accord. Aux incertitudes du moment. C'est un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'avec la composante obligataire, on va s'assurer une forme de plancher, de coussin à la baisse du titre, qui est rendu possible par les coupons, par le fait que, in fine, si tout se passe bien, vous avez un remboursement au pair, en numéraire, si vous n'exercez pas la conversion. Et puis, on n'est pas obligé d'exercer. On n'est pas du tout obligé d'exercer. On a la liberté tout au long de la vie de l'obligation de convertir en action, en fonction bien sûr de l'opportunité de le faire ou pas. Et puis, vous avez le potentiel de l'action. Donc on voit bien, on est sur des marchés qui sont aujourd'hui très volatiles. Bien sûr. Ça veut dire que la volatilité, c'est aussi un moteur de performance pour les obligations convertibles. D'accord. Plus il y a de volatilité, plus vous allez valoriser l'option action du titre convertible. Est-ce que investir dans une obligation convertible aujourd'hui, ça veut dire on profite du moment obligataire aujourd'hui et on se dit si demain il y a potentiellement la réalisation de mon scénario sur les actions, hop, je convertis, c'est ça? On peut convertir à tout moment? On peut convertir à tout moment. Il faut bien analyser la documentation de ces titres-là puisque c'est un contrat obligataire et ils présentent tous des caractéristiques différentes, donc il faut les analyser. Mais vous avez raison, l'idée c'est de se dire potentiellement je peux avoir un potentiel d'appréciation qui quelque part est illimité, puisque plus je me rapproche du cours de conversion qui a été défini à l'émission, au lancement de titres obligataires, plus je vais être sensible à l'évolution de ce cours action. D'accord. Ça veut dire qu'on achète une obligation avec la possibilité de la convertir en action, mais on définit un scénario au départ, c'est ça? C'est-à-dire que chaque investisseur va définir un petit peu quelle est sa stratégie vis-à-vis du titre qu'il achète. Mais il n'y a pas de déclenchement automatique. Il n'y a pas de déclenchement automatique, en fait. Sauf à ce que l'émetteur vous dise, voilà, moi je vous propose de convertir, de racheter, de rembourser. Ça, ce qui est toujours possible, mais du point de vue de l'investisseur, c'est à lui de décider en fonction de son timing d'investissement, des conditions de marché, de l'intérêt ou pas de poursuivre à porter cette obligation convertie. Je comprends. Oui. Il y a eu des situations où, si vous voulez, notamment dans le secteur de la défense, qui est un secteur qui a extrêmement bien performé, on connaît les raisons, vous avez des obligations convertibles de ce secteur-là pour certaines sociétés qui aujourd'hui ont un profil totalement action. Ça veut dire que vous avez une réplication quasiment à 100% du comportement de l'action. Donc, il faut savoir si c'est ce que vous voulez ou pas. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez réalisé un très beau potentiel d'appréciation? Peut-être il faut céder vos titres, faire autre chose. Donc il faut se poser beaucoup de questions qui dépendent un petit peu du profil de l'obligation convertible. Un profil action, un profil crédit ou un profil intermédiaire. Et alors très rapidement, pour finir, Alexandre Péricard, selon vous, c'est délaissé actuellement, mais ça correspond à la situation de marché? Ça correspond à la situation de marché, tout à fait. Je pense que les investisseurs ont été un petit peu refroidis par le comportement de cette classe d'actifs, notamment en 2022, quand on a pris donc tout le mouvement de hausse de taux qui était très rapide et très violent. Donc ce véhicule-là n'a pas joué le rôle que les investisseurs attendaient de lui de coussin obligataire. Mais en 2023 et en 2024, on a eu des performances tout à fait honorables sur ce compartiment et on le voit sur 2025, il résiste bien aux phases de tension sur le marché. Merci beaucoup Alexandre Péricard, je rappelle que vous êtes directeur général d'Usage Gestion, merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.